Aliona, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour Michel. Je m'appelle Aliona, je suis biélorusse et je suis professeure de FLE et d'anglais comme langue étrangère et j'habite à Moscou depuis 2012. J'enseigne le français à Moscou et je travaille avec les apprenants à partir de 5 ans, 4 ans jusqu'au, je sais pas, 50 ans et même plus. Parfois j'ai des groupes, parfois je travaille d'une manière individuelle. À présent, je travaille plus en ligne qu'en présentiel, mais ça ne change pas beaucoup mes pratiques parce qu'aujourd'hui, avec des outils numériques, on peut travailler d'une manière aussi efficace en ligne qu'en présentiel. Oui. Peux-tu nous raconter comment tu as appris le français? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je parle toujours avec plaisir quand cela concerne la langue française. Alors, je n'ai pas appris la langue anglaise à l'école comme tout le monde. J'ai eu le français comme langue étrangère. Et c'est à partir de 10 ans, c'est oui, en 5e année à l'école biélorusse, que j'ai commencé à apprendre le français à l'école, 2 leçons par semaine, parfois 3, cela dépendait de l'année. Quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'ai compris que je voulais lier ma vie aux langues étrangères. Pour le moment, c'était le français. Et je voulais devenir interprète. Heureusement, je ne suis pas devenue interprète. Alors, j'ai décidé d'entrer à l'université linguistique de Minsk, département de français. Et voilà, alors j'ai continué à apprendre, à perfectionner le français à l'université, 5 ans à l'université. Et après l'université, j'ai commencé à travailler. À l'école, c'était plutôt la méthode grammaire, traduction. Alors on lisait des textes, on traduisait tout le temps, plutôt du français en russe, parfois du russe en français. On apprenait des poésies, ça je m'en souviens bien. Je chantais, et alors je chantais beaucoup en français. À partir de 15 ans, je pense, j'ai commencé à participer au concours au niveau de la ville et au niveau de toute la région, au concours pour les gens qui veulent se tester en français. Et je me souviens qu'en dernière année, en 11e classe, j'ai eu le 5e peut-être prix de la région, donc c'était pas ni premier, ni deuxième, ni troisième, mais quand même ça m'a beaucoup encouragée dans mes études, mais je savais déjà que j'allais entrer à l'université linguistique. Et à l'université linguistique, ça a continué un peu de la même manière, mais comme on avait plusieurs aspects, la grammaire, le vocabulaire, la conversation, et beaucoup, en première année, nous avions beaucoup de phonétique, alors ça a continué un peu de la même manière, mais nous avons beaucoup plus d'heures de français qu'à l'école, bien sûr. Tu viens d'évoquer la phonétique. Ben justement, comment la phonétique est-elle enseignée à l'université linguistique? En d'autres termes, comment tu as appris la phonétique du français? Quel genre de cours était dispensé? Alors, je dois dire que la phonétique à l'université linguistique de Minsk, à mon avis, a été enseignée d'une manière très efficace, parce que ça a marché. Alors, on a eu 3 années à l'école, on n'a pas appris de phonétique, on n'avait pas de cours de phonétique, on ne faisait pas d'exercice de phonétique à l'école, alors ça a commencé à l'université. À l'université, nous avions 3 années de phonétique, 2 années de phonétique pratique et la 3e année, c'était la phonétique théorique. Là, nous avons appris toutes les significations et tous les schémas intonatifs aussi. Voilà, en première année, les premiers mois, c'était ce qu'on appelait un cours correctif d'introduction. Nous n'avions pas de cours de grammaire ni de vocabulaire. Tout notre français, c'était les cours de phonétique. Comme je comprends maintenant, c'était la phonétique articulatoire. On commençait par les schémas des organes articulatoires, par expliquer comment il faut prononcer le son. On faisait parfois référence au son de notre langue maternelle pour introduire certains sons et pour faciliter la reproduction. On commençait toujours par ce schéma. Après, en classe, en groupe, il y avait à peu près 10 personnes et un professeur. Il fallait reproduire le son. Alors on s'entraînait avec une petite cuillère, avec un miroir. On
on utilisait tout ce qu'on pouvait pour produire le bon son, le plus souvent d'une manière isolée ou bien dans des syllabes. Alors l'acquisition des sons se passait d'une manière consécutive. Alors on passait d'un son à l'autre et après ces cours de groupe, on était censé aller au laboratoire phonétique. En première et en deuxième année, c'était avec de gros, vraiment un casque. Écouteurs, oui. En troisième année, on a remplacé tout l'équipement dans notre laboratoire phonétique. On avait déjà les ordinateurs avec tout numérisé. Mais la manière de travailler restait la même. Alors, en classe, disons, on obtenait le son que les professeurs voulaient qu'on produise. Et en laboratoire, on était censé pratiquer, approfondir, renforcer la production de ce son en exercices type discrimination auditive et puis répétition. Et puis on apprenait pour chaque son, bien pour chaque paire de sons, on apprenait des textes, parfois courts textes, parfois des textes un peu plus longs, pour des textes vraiment qui étaient bourrés des sons cibles. Et je me souviens jusqu'à présent, le début d'un de ces textes, sachez que la santé est le premier des biens. Alors, je ne me souviens plus, je pense que c'était soit pour l'intonation des descendantes, soit pour, parce que peut-être après c'était avec les nasales. Je pense que le bien, ça commençait bien pour les sons typiquement français, disons. Voilà, et je me souviens que l'examen, on avait l'examen tous les 6 mois en phonétique. Et en première année, en été, c'était l'examen où nous devions réciter plutôt même, les règles, comment prononcer les sons en français, en utilisant toute la terminologie et en articulant bien. Alors la tâche était triple, apprendre le matériel, apprendre les termes et penser à l'articulation en même temps. Et le deuxième exercice pendant l'examen, c'était la lecture d'un texte non préparé, à l'improviste aussi, en faisant bien attention à l'articulation, à l'intonation. Et en deuxième et en troisième année, je pense qu'on récitait un des textes qu'on avait appris pendant les études. Alors à l'époque, je connaissais presque tout Le Petit Prince par cœur. Non, je ne vais pas m'en souvenir maintenant. Et par exemple, on a appris le discours de Charles de Gaulle d'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Alors, on a eu beaucoup de peine à apprendre, à bien articuler, à prononcer, mais pour certains, ça a bien marché. Et alors, question, combien d'heures par semaine étaient consacrées à la phonétique entre les cours en classe et les heures passées dans le laboratoire phonétique? Alors, laboratoire phonétique, c'était pas noté. Alors, on ne nous forçait pas à mettre le temps quand on arrive et quand on quitte le laboratoire. Et puis, quand tout était numérisé, on pouvait récupérer les pistes et les écouter à la maison. Mais pour moi, par exemple, je sais pas, 3 heures de cours par jour en première année. Je pense 5 heures au laboratoire, à peu près. Par jour, oui, par jour. 3 heures de cours par jour, plus tout l'après-midi au laboratoire, parce qu'on n'avait pas d'autres cours. Avec des années, ça a diminué. Et je me souviens que notre professeur de phonétique en première année nous disait la meilleure prononciation, vous allez la voir vers la fin de la première année. Après, ça va aller de pire en pire. Parce que c'est tout le temps qui fait ta voix si importante. Alors c'est tout ce qu'on consacre à cette phonétique qui va se payer maintenant. Et après, quand on va se relâcher, on va réfléchir à d'autres choses, ça va peut-être un peu se neutraliser. Voilà, mais pour moi c'était 3 heures et à peu près 5 heures au laboratoire. Mais j'aimais bien, je m'amusais bien à le faire.
D'accord. Non, j'imagine qu'un élève français serait horrifié d'entendre cela. Nous sommes bien d'accord, Elione, il s'agit véritablement de 3 heures, 4 heures quotidiennes. Oui, c'est vrai. D'accord, donc ça c'est absolument infernal. Question, est-ce qu'il y avait un professeur de phonétique qui intervenait quand tu étais au laboratoire? Y avait-il quelqu'un qui était là pour te corriger si jamais tu prononçais mal quelque chose, ou bien étais-tu livré à toi-même? Oui, en principe, nous étions livrés à nous-mêmes. Maintenant, je pense que peut-être les premiers mois, il y avait, ou bien le deuxième semestre de la première année, quand le professeur de phonétique a changé, parce que pour le cours d'introduction, le cours correctif d'introduction, c'était un professeur, et après le professeur a changé, c'était la professeure. Et alors, elle était de temps en temps, elle était présente dans le laboratoire pour contrôler plutôt si on y allait ou pas, pour demander à la dame qui donnait les cassettes si le groupe 101 était déjà passé ou non. Et alors, parfois, oui, parfois, elle pouvait corriger. Mais c'était vraiment très peu par rapport à ce qu'on faisait nous-mêmes au laboratoire. Et le principe, c'était qu'on écoute, on répète, on écoute, on répète, on écoute, on répète. Quand ça est devenu en format numérique, il y avait la possibilité de s'enregistrer. Et alors, on pouvait voir la mélodie au sens propre, la mélodie des sons qu'on produisait, et la mélodie des sons modèles, ou bien des énoncés, parce qu'on a travaillé aussi l'intonation. Et on pouvait voir, mais alors sans professeur qui nous dise comment modifier pour obtenir, c'était difficile. Moi, je pense que moi, je n'avais pas de problème. Je m'enregistrais avec plaisir, je regardais, je faisais une petite analyse et puis je me lançais de nouveau. Mais en principe, il n'y avait pas de prof pour me corriger au laboratoire, c'était un travail en autonomie. D'accord. Maintenant, tu es ici avec nous pour t'initier à la méthode verbotonale. La question est naturellement la suivante. Entre la méthode que tu as utilisée, qui est ta dominante articulatoire, et la méthode verbotonale, vois-tu des oppositions, des complémentarités? Enfin, comment vis-tu cette nouvelle expérience phonétique? En fait, comme hier, nous avons eu notre premier cours avec des apprenants réels, c'était assez stressant. Mais c'était moins stressant que mon premier cours en tant qu'apprenti en phonétique articulatoire à l'université, parce que là, j'ai pleuré. Hier, j'ai pas pleuré. Peut-être j'ai grandi, mais bon. La différence fondamentale, c'est que en phonétique articulatoire, presque tout est basé sur la répétition. Le modèle reste le même, le modèle ne change pas. Alors le son U ne change pas, il reste le même et l'apprenant doit le répéter. Du coup, je pense que les syllabes peuvent changer, ça peut être bu, pu, tu, mu, du, mais le son U reste le même et si l'apprenant n'arrive pas à le prononcer, donc vas-y, entraîne-toi dans le laboratoire et demain on va tester si tu as bien travaillé ou pas. En méthode verbotonale, le modèle peut changer en fonction de l'erreur produite par l'apprenant. Bien sûr, on revient au modèle initial, mais la différence fondamentale pour moi, c'est que si je n'entends pas le son U, je ne vais pas l'entendre, même si on me le prononce 100 fois de la même manière. Par contre, en verbotonal, en modifiant l'énoncé de la manière que l'apprenant puisse l'entendre, ça change tout, parce que dès que je peux l'entendre, je peux le répéter. Et puis, je peux être envoyé travailler en autonomie. Mais avant, ça ne va rien changer. Et puis, oui, c'est beaucoup plus ludique. Même si la phonétique articulatoire peut être ludique, j'ai regardé beaucoup de vidéos, c'était pas mon cas, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos avec des jeux, voilà. Donc, ça peut être ludique, mais la verbotonale, c'est aussi beaucoup plus dynamique que l'articulatoire. Quand j'ai regardé les autres professeurs sur YouTube ou bien ici en présentiel,
animer, disons, cet atelier de prononciation. C'est beaucoup plus dynamique, ça va beaucoup plus vite et les apprenants ne dorment pas en attendant leur tour. Tu es professeur de français, tu es intéressé par la partie phonétique pour sensibiliser tes élèves russes à la prononciation du français. Comptes-tu intégrer la méthode verbotonale à ton expérience antérieure en phonétique? Ah oui, absolument. Oui. Absolument, et je pense que c'est pour ça que je suis venue. Parce que oui, il y a certains élèves, certains apprenants plutôt, qui sont intéressés par la phonétique pure. Donc ils veulent améliorer leur prononciation, ils disent je n'ai pas besoin de cours de langue, je veux travailler sur ma... Mais dans ma pratique, je l'ai rencontré une ou deux fois. Tandis que d'habitude, les apprenants soit ne se rendent pas compte qu'ils ont des problèmes phonétiques qui vraiment parfois gênent la compréhension et empêchent l'acquisition des autres compétences linguistiques et des autres compétences nécessaires pour pouvoir communiquer en langue étrangère, soit ils s'en rendent compte, mais en méthode communicative, par exemple, il n'y a pas de place pour la phonétique, en méthode actionnelle non plus. Dans des manuels, il y a parfois vraiment de petits tableaux minuscules pour, je sais pas, 3 minutes à la leçon. Et c'est toujours la phonétique articulatoire, les réchauffements, tout ça, ce qui est bien. Mais si je n'entends pas le son U, je ne vais pas l'entendre, même dans des syllabes différentes. Et bien sûr, je veux bien intégrer la méthode verbotonale dans mes cours de FLE, et je pense que c'est possible. Et alors, avant de venir ici, j'ai fait le MOOC sur les pratiques d'enseignement de prononciation en classe de FLE, et j'ai même testé certaines techniques, même n'étant pas vraiment formée, j'ai même testé certaines techniques, et ça donne des résultats. On va voir après mon retour à Moscou, ce qui est resté et ce qui a été complètement évacué de la mémoire de mes apprenants, mais quand même le re qu'ils n'arrivaient pas à prononcer et que personne même n'a pas essayé de l'installer, on a obtenu en 5 minutes rien qu'avec le relâchement et d'autres incises des voyelles et d'autres techniques qu'on peut essayer. Par exemple, notre apprenante, elle n'est pas anglaise, mais elle parle très couramment anglais, et son crible phonologique, c'est non seulement le russe, mais l'anglais aussi. Et par exemple, elle avait du mal avec le son v en prononçant w au lieu de son v. Et alors, c'est la tension qui manquait, et juste en jouant sur ce paramètre, on a obtenu ce son, au moins dans les cadres de cette leçon-ci. Alors oui, bien sûr, je compte intégrer, et je veux bien, j'espère que ce serait possible. Je te remercie infiniment pour ce témoignage plein de vie et de spontanéité, Aliona, et je suis persuadé que tu seras une formidable praticienne de verbotonale à Moscou. Merci beaucoup. Merci, je te remercie aussi. Au revoir. Au revoir.